Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 19 juin 2019. Débutons par ce communiqué de l'ambassade, communiqué de presse donc de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey. L'ambassade des États-Unis à Niamey condamne fermement les attaques terroristes perpétrées à Difa et à Tillabéri, y compris celles visant des organisations humanitaires telles que le Comité international de secours et Médecins sans frontières. L'ambassade adresse ses plus sincères condoléances aux familles des 2 personnes décédées lors de l'attaque de Ménesoroa le 14 juin dernier, ainsi qu'à celles qui ont souffert des attaques précédentes et appelle toutes les personnes qui attachent de l'importance à la paix à rester unies dans la lutte contre la violence extrémiste. L'ambassade félicite le gouvernement du Niger et les forces de sécurité nigériennes pour leur récent succès à repousser Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest de la région de Difa et les accompagnons donc dans leur effort pour améliorer la sécurité. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger condamne par ailleurs fermement l'incendie de l'église des Assemblées de Dieu et l'attaque contre l'église chrétienne Vie Abondante de Maradi les 15 et 16 juin dernier. Donc, ces attaques sapent l'interaction pacifique, séculaire entre les différentes confessions au Niger. La violence sectaire n'est jamais une réponse acceptable, dit le communiqué, à une injustice présumée. C'est pourquoi l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey appelle les citoyens nigériens à rejeter cette voie et à adhérer à la règle de droit, à la médiation et au débat face à des incertitudes telles que celles qui bouleversent la jeunesse. À la lumière de la récente série d'attaques terroristes anti-chrétiennes au Burkina Faso et à la suite de l'enlèvement d'un chrétien le 7 juin dernier et de la menace de Boko Haram contre les chrétiens de Difa le 11 juin dernier, il est vital que tous les Nigériens attachés à la paix et les dirigeants de toutes les confessions religieuses s'unissent pour faire face à cette violence, défendre les droits de l'homme et garantir la pratique pacifique et transparente de toutes les religions au Niger. Signé donc l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Le contrôle régional, le contrôle parlementaire des systèmes sécuritaires et le suivi parlementaire de l'examen périodique universel au Sahel était ce matin au centre d'un séminaire parlementaire organisé au niveau de l'Assemblée nationale. Des précisions sur cette rencontre avec nos reporters Aboubakar Souley et Ali Sissé Ibrahim. Ce séminaire se tient pendant que plusieurs pays de la région ouest-africaine sont en train de subir des attaques perpétrées par des groupes terroristes. La représentante du secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Lydiane Epoubé, précise les points qui seront abordés pendant les 2 jours que durera le séminaire. Si la séparation des pouvoirs est appliquée dans la plupart des États démocratiques modernes, cependant, une séparation trop marquée peut conduire à la paralysie des institutions. C'est pourquoi le principe de collaboration des différents pouvoirs est privilégié dans nos démocraties. Dans ce cadre, nos parlements participent pleinement à la bonne gouvernance pour répondre à 3 obligations. Obligation d'une meilleure prise en compte des besoins des populations, obligation d'évaluation et de résultats des politiques nationales et des budgets, obligation d'information et de transparence pour l'institution, mais aussi pour les députés qui doivent démontrer leur probité et leur éthique. Pour sa part, le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, Salvatore Sagès, détermine l'implication de son organisation sur le plan international. La francophonie est ainsi pleinement impliquée dans les grands enjeux internationaux, lutte contre le terrorisme et prévention de l'extrémisme violent, promotion d'une bonne gouvernance politique et économique, promotion et protection des droits de l'homme. L'action de la francophonie n'a jamais peut-être été aussi indispensable que dans les temps troublés et incertains que nous vivons actuellement. Jamais peut-être, depuis sa création en 1970, notre monde n'a été autant menacé par des crises sécuritaires, économiques et politiques, récurrentes ou persistantes, par l'aggravation des inégalités, par des exodes massifs, par nombre de menaces transnationales. Ces défis, le monde francophone a les moyens de les relever. Il faut pour cela agir sur les causes en conjuguant nos efforts au sein de notre espace commun,
en faveur de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la sécurité humaine, en faveur de la prévention et du règlement des crises, en faveur d'un appui multiforme aux États en phase de transition et de consolidation de la paix. Procédant à l'ouverture de ce séminaire, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Niger, Liman Ali, a évoqué dans son intervention la nécessité de contrecarrer le terrorisme. Les efforts actuels de nos parlements pour prendre toute la part qui leur revient dans le combat contre l'insécurité, cet effort, dis-je, rejoint l'objectif de l'OIF, de faire du monde francophone un espace de gouvernance démocratique des systèmes de sécurité. De même, la problématique du suivi parlementaire de l'examen périodique universel trouve toute sa place dans une rencontre comme la nôtre en raison de l'étroitesse des liens qui existent entre la question des droits de l'homme et l'insécurité ambiante qui fait aujourd'hui le quotidien de nos parlements et de nos pays. Enfin, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Niger a encouragé tous les députés présents au séminaire à participer activement et assidûment aux travaux qui s'étaleront sur 2 jours. Le syndicat des médecins spécialistes du Niger qui réclame depuis des années un traitement salarial proportionnel au nombre d'années d'études suivies par les médecins après leur étude de médecine générale. Il réclame donc depuis des années ce traitement salarial qui est proportionnel au nombre d'années d'études de spécialisation, des revendications qui sont restées lettres mortes depuis des années, en tout cas au moins 4 ans aujourd'hui. Eh bien, ce syndicat était ce matin, les responsables du syndicat étaient ce matin face à la presse pour dénoncer la gestion du ministre actuel de la Santé publique, mais surtout son comportement face aux médecins spécialistes, les militants notamment de ce syndicat. C'était à travers une déclaration résumée ici pour nous par Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Fustigeait les persécutions orchestrées à leur rencontre par leur ministre de tutelle, dans la dernière Alice demeure sa lettre en date du 7 juin interdisant aux médecins spécialistes de servir dans les centres de santé publics et en même temps dans les privés, objet de cette sortie médiatique du syndicat des médecins spécialistes SMES, qui n'est pas parti par 4 chemins pour déplorer la gestion du ministre. Toute la population est témoin de son échec. Chacun a un parent malade, ou chacun peut être malade, chacun peut rendre visite à un malade. On voit ce qui se passe dans les hôpitaux, on sait que ce n'est pas la joie. Tout récemment, en même passé, vous avez vu ce qui s'est passé et qui est regrettable. Un hôpital comme le CHU, où le ministère est incapable de mettre à la disposition des blocs opératoires un groupe électrogène pouvant prendre le relais en cas de coupure. Vous le suivez régulièrement, il parle de ce centre de cancer. Pour traiter un cancer, il faut un diagnostic et un diagnostic précoce. On connaît très bien la place qu'occupe le cancer du sein. Eh bien, à ce jour, dans les structures publiques, il n'y a pas un seul appareil de mammographie fonctionnel. Ce ministre, quand il y a eu l'incendie sur la route de l'aéroport, il est venu faire du verbiage inutile. Ils ont fait ça, ils vous ont fait ça. Qu'il ait le courage de sortir nous dire le nombre de victimes qui restent encore en vie. Qu'il ait le courage de venir informer la population du résultat après ce petit temps. Cette histoire de l'UA, ils passent tout leur temps à passer des coups de peinture sur des bâtiments, alors qu'à l'intérieur des bâtiments, vous savez, le minimum nécessaire pour faire le travail n'y est pas. On vous l'a dit à plusieurs reprises, des gants pour examiner les malades, des seringues pour injecter des produits font défaut et on passe des coups de peinture parce que c'est de là qu'on peut se mettre quelque chose dans la poche. Ces médecins spécialistes comptent hausser le ton dans les jours à venir. À cet effet, ils ont tenu à adresser un message à l'endroit du docteur Idi Ilyasu Maïnassara. On tient à dire à ce ministre-là que cette loi 98, de la même manière que le médecin qui l'a initié au départ s'est retrouvé devant le tribunal de justice, et bien lui aussi, si Dieu nous traite longue, tôt ou tard, il passera devant le tribunal de l'histoire et il regrettera cet acte qu'il est en train de poser. Et par rapport à nos vocations, on continuera toujours à le faire. On le fera parce que le statut général de la fonction publique nous l'autorise. Et mieux, on part prendre en charge des Nigériens qui, parce qu'ils ne sont pas parents, amis ou connaissances du ministre, n'ont pas la chance de se faire évacuer vers le Maghreb ou l'Europe. Eh bien, nous partons dans ces cliniques pour les soulager.
Avec ce bras de fer, tout laisserait à croire que le SMES va renouer avec le mouvement, et ce qui ne serait pas sans conséquence sur la population, d'où la nécessité de dialoguer afin d'éviter un autre calvaire aux patients. Il y aura en 2020 un troisième pont sur le fleuve Niger à Niamey. Les travaux de construction de ce pont, vous le savez, confiés à une entreprise chinoise, ont été lancés en décembre 2017 par le chef de l'État. Eh bien, ce matin, des équipes de la presse locale ont été mobilisées par les services de la communication de la présidence pour aller constater l'évolution de ces travaux. Il ressort de cette visite que les travaux sont aujourd'hui à un taux d'exécution de 46%. Donc, pour ce pont qui va porter le nom du général Seni Kounché. Le résumé de cette visite avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Témoins oculaires des grands chantiers entrepris ou exécutés par le gouvernement de la 7e République, les hommes des médias de la place se voient ainsi invités à constater de visu les travaux de construction du troisième pont de Niamey. Une visite guidée entamée à la base vie de l'entreprise chinoise chargée de l'exécution du chantier pour ensuite se poursuivre sur le chantier proprement dit où les hommes des médias ont reçu d'amples explications sur l'avancement des travaux. À la visite du président de la République, on était à 23% d'avancement des travaux. À date, donc on peut dire qu'on est à 46,5% d'avancement des travaux. Pour dire que pour un délai consommé environ à 50%. Et il faut rappeler aussi que ces travaux ont démarré le 10 décembre 2017, et pour être achevés donc, au 10 décembre 2020. Disons, si on se réfère donc, à l'avancement physique des travaux, on peut être vraiment rassuré que ces travaux peuvent être livrés dans le délai. L'exécution de ce chef-d'œuvre architectural ne se fait cependant sans quelques soucis que le maître d'ouvrage tente de surmonter. Pour ce qui est des quelques soucis que l'entreprise nous a relevés, notamment la libération des sites. Donc, vous savez, en dehors du fleuve, il y a des quartiers comme ceux que je viens d'avancer dans l'ensemble du monde, les 3 villages. Donc nous avons quelques démolitions à faire, c'est-à-dire des bâtiments à démolir qui ont été recensés dans l'emprise. Donc à l'heure actuelle, on peut vous dire que cette procédure est suffisamment avancée. Par rapport au plan de la Nigélec, effectivement, donc on a eu actuellement, quand vous regardez, les câbles sont là, mais ils sont en haute tension. Et donc, nous avons trouvé une solution provisoire, celle de les passer dans des câbles en face, ce qui fut fait. Donc actuellement, l'entreprise qui a en charge de ces travaux, actuellement sur le terrain, en train de finaliser ces travaux. A noter que cet ouvrage d'art dénommé Pont Général Seni Kounché, qui sera officiellement réceptionné le 10 décembre 2020, est d'une longueur totale de 3,7 km pour une largeur de 23 mètres. Il comporte 2 ponts juxtaposés de 2 voies larges de plus de 3 mètres chacune et de trottoirs de 2,5 mètres de chaque côté. L'État du Niger a décidé de procéder à un recensement biométrique des agents fonctionnaires, mais aussi des étudiants qui bénéficient soit de la bourse ou de l'aide sociale, mais aussi des retraités. Le lancement de cette opération a eu lieu ce matin au niveau de la salle de l'auditorium Sanibako du ministère des Affaires étrangères. Elle a été présidée par les responsables en charge du ministère, les responsables du ministère de la fonction publique et ceux de l'économie et des finances. Le résumé de cette activité avec nos reporters Halidou Bourema et Harriata Sala. Le gouvernement du Niger, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de capacité et de performance du secteur public pour la prestation PCDS, met en œuvre d'importants chantiers en vue de moderniser la gestion de la carrière et de la paie des agents de l'État. C'est ainsi que cette cérémonie marque le lancement des activités de l'assistance technique internationale chargée de développement d'une base de données d'identification des ressources humaines de l'État et la conduite d'une opération de recensement biométrique des agents de l'État, des étudiants bénéficiaires de bourses et d'aides sociales de retraités. Cette opération sera conduite par la société Supertech pour une durée de 18 mois. Le chargé de programme du PCDS nous parle des bien-fondés de cette opération de recensement. Vous allez comprendre qu'on vise par là toute personne qui touche un denier de l'État. L'État dépense beaucoup d'argent dans le traitement des salaires, dans le paiement des pensions et retraites, dans le paiement des bourses et allocations. Donc on connaît qu'il y a des petits travers dans la gestion, par rapport à la gestion surtout des fichiers.
À travers ce recensement, on veut s'assurer qu'on va compter nommément les personnes qui ont normalement droit. Et à partir de ce fichier assaini et propre, on va dorénavant procéder au paiement de la solde, des retraites, des pensions et des bourses et allocations. Pour le ministre délégué au budget qui a présidé cette cérémonie, il a axé son intervention sur le déroulement du recensement, tout en appelant les personnes concernées à se faire recenser. La population ciblée par le recensement est composée de fonctionnaires, comme je l'avais déjà dit, des contractuels et auxiliaires de l'État, des appelés du service civique national, des retraités, des étudiants bénéficiaires de bourses et aides sociales diverses. Sur le plan opérationnel, 10 centres fixes d'enrôlement seront mis en place à Niamey et un dans chaque chef-lieu de région et au moins 2 points d'enrôlement qui seront mis en place par centre fixe. En outre, des équipes mobiles couvriront aussi les zones qui sont reculées du territoire national. Et pour le suivi des actions, un dispositif organisationnel a été mis en place, indiquant aussi bien les administrations publiques, mais aussi les partenaires sociaux qui seront associés à cette opération. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel à tout le monde, à tous les acteurs impliqués directement ou indirectement, responsables politiques et administratifs, agents à différents niveaux, retraités, étudiants, pour une mobilisation générale afin de donner les meilleures chances de succès à cette opération qui participera indéniablement à l'assainissement de nos finances publiques, mais aussi à la gestion de nos effectifs. À la fin de l'opération de recensement, la base de données biométriques constituée sera comparée aux fichiers actuellement exploités par les ministères des Finances et celui de la fonction publique pour détecter les doublons et ou les fantômes, c'est-à-dire des personnes existantes dans les anciens fichiers mais qui n'existent pas dans la nouvelle base de données biométriques. Pour refermer ce journal, nous vous proposons un reportage sur la drépanocytose. C'est en effet aujourd'hui, 19 juin, la journée internationale de lutte contre cette maladie héréditaire. Dans ce reportage signé chez Boukisso et Ibrahim Tikire, vous suivrez notamment comment les malades et leurs parents arrivent à surmonter les difficultés, les épreuves de cette maladie dont le traitement est par ailleurs très coûteux. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Véritable problème de santé publique dans notre pays, la drépanocytose est une maladie qui touche 23,2% de la population nigérienne. Selon les spécialistes de la maladie, le dépistage est recommandé pour atténuer la montée. Un Nigérien sur 4 est porteur de cette pathologie. Donc pour dire que tout le monde est concerné, ce n'est pas les malades seulement. Les malades, ils sont malades, mais ce sont les porteurs sains qu'on doit dépister et les informer de leur mariage avec un autre porteur sain. Maladie héréditaire, la drépanocytose se manifeste sous plusieurs formes, comme en témoignent ces malades. C'est une maladie qui est difficile en effet, mais si on a en étant petit, c'est vrai que c'est pas facile à diagnostiquer. Quand les enfants sont malades, ils n'arrivent pas à s'exprimer et tout, mais en étant grand, on arrive à gérer la maladie. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, ce qui n'est pas facile. Et il faut bien s'hydrater, il faut vivre. Il faut apprendre à vivre avec cette maladie. La drépanocytose est un véritable problème de santé publique. Les enfants en souffrent beaucoup, les adultes aussi. Cela handicape beaucoup ceux qui souffrent de cette maladie. Et je pense qu'il est temps que nous nous mobilisons tous pour non seulement sensibiliser les populations par rapport au dépistage, mais aussi par rapport à la prise en charge des malades, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui souffrent de cette maladie. Malheureusement, jusqu'à présent, aujourd'hui, la prise en charge, elle est très difficile. Le dépistage précoce permet de limiter les conséquences de la maladie et de mieux vivre avec. Tout comme les malades, leurs parents témoignent les souffrances vécues. Ils en appellent à la conjugaison des efforts dans les foyers qui renferment les enfants drépanocytaires. Pour ma fille, je l'ai découvert parce qu'elle était souvent fatiguée et elle se plaignait qu'elle avait mal aux jambes. Mais bon, je ne l'écoutais pas comme elle était très petite. Je me disais que c'était juste de la comédie. Donc on a refait les tests. On avait fait un premier test où on m'a dit qu'elle n'était pas porteuse. Et on a refait un autre test, un second test où on m'a dit qu'elle est porteuse de la maladie. Pour ceux qui sont porteurs,
c'est vraiment de faire les tests avant de se marier, afin d'éviter en fait de condamner les enfants. Parce qu'après, c'est les enfants qui souffrent. Je suis mère d'un garçon drépanocytaire. Il a commencé à avoir ces crises à partir de 3 mois. Et comme toute mère, quand l'enfant souffre, on souffre. Il avait des douleurs au niveau de ses mains, les mains et les pieds s'enflaient. Et du coup, il ne pouvait plus marcher. Il avait aussi des crises au niveau du ventre et des crises thoraciques. Des syndromes, comme on appelle syndrome thoracique. Donc, la première expérience était très douloureuse pour moi. Parce que c'est vrai que je suis un peu plus tôt que j'étais drépanocytaire et mon mari aussi. Mais j'espérais avoir un enfant qui ne serait pas drépanocytaire, ou du moins qui serait seulement porteur, mais pas drépanocytaire SS. À l'endroit des parents drépanocytaires, il faudrait d'abord que les parents soient soudés. C'est une maladie héréditaire, ça veut dire qu'elle vient de parents à enfants. Si on dit parents à enfants, c'est tous les deux parents, ce n'est pas la mère et ce n'est ni le père seul. C'est tous les deux qui transmettent la maladie à l'enfant. Donc il faudrait être très soudés. À l'instar des autorités du ministère de la Santé publique, des associations comme DREPA Stop tentent d'apporter leur contribution à l'éradication de la maladie. Et nous avons un agenda assez chargé et nous prions Dieu qu'il nous aide à aboutir à tout ce qu'on espère réaliser. Et pour le moment, notre plus grand espoir, vraiment, c'est d'arriver à agir dans la prise en charge du patient, vraiment les soulager par rapport à la prise en charge qui est très coûteux et qui agit sur comment on appelle ça, les finances des familles. La drépanocytose est une maladie génétique très répandue en Afrique. Elle est liée à une mutation du gène de l'hémoglobine.